Bonsoir. Vous êtes expert des relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Comment pourrions-nous qualifier la situation actuelle sur le front? Alors, il y a plusieurs fronts dans le monde actuellement. Il y a le front ukrainien, il y a le front israélo-palestinien, et puis il y a les fronts oubliés, les très nombreux fronts africains, et puis aussi une pensée pour le front yéménite qui existe toujours, et pour l'instabilité globale au Moyen-Orient. Y a-t-il quelque chose de commun entre tous ces conflits? Oui, certainement. C'est-à-dire l'implication très forte des sociétés et je dirais la confusion croissante qu'il y a entre les combattants et les humains qu'autrefois on aurait appelés civils et qui sont ceux qui aujourd'hui payent le plus lourd tribut à la guerre. On est dans des guerres qui impliquent tout le monde et qui, du coup, non seulement sont plus atroces, plus meurtrières, plus injustes, mais j'ajouterais beaucoup plus incertaines. Car si on peut contrôler des divisions sur le terrain, il est très difficile de contrôler ces dynamiques sociales, ces énergies sociales, ce que j'appellerais la tectonique des sociétés. Concentrons-nous sur la guerre en Ukraine. Est-ce que l'on peut dire que c'est un conflit qui s'enlise? Par rapport à la situation telle que nous la connaissons depuis quelques mois, certainement. Mais par rapport aux objectifs affichés, qu'il ne faut pas oublier, par le Kremlin le 24 février 2022, on ne peut pas parler d'enlisement. L'objectif, le 24 février 2022, c'était de conquérir Kiev et finalement, employons le terme, d'annexer l'Ukraine à l'Empire russe. Ça a complètement échoué. Ce qui est déjà une défaite militaire pour le Kremlin, une victoire pour la société ukrainienne. Mais c'est vrai que depuis finalement le printemps dernier, il y a comme une ligne de front qui s'est stabilisée et qui est doublement inquiétante parce qu'on sait d'abord ce que valent les guerres de position. Elles sont meurtrières, elles sont usantes, elles coûtent la vie de nombreux soldats. Ça, c'est un premier point. Et puis la deuxième inquiétude, qui est la mienne, je ne vous le cache pas, mais je crois de pas mal d'observateurs, c'est qu'il est en train de se dessiner une ligne qui pourrait ressembler à une frontière future. Est-ce que ça peut annoncer une sorte de fin qui ressemblerait à un match nul, mais qui en réalité ne le serait pas parce qu'elle officialiserait l'annexion de la Crimée et des oblasts orientaux et méridionaux de l'Ukraine? Je dirais c'est un peu à la diplomatie de répondre. Oui, et certains disent que l'arrivée de l'hiver peut être stratégique pour les deux pays. Il se dit que la Russie pourrait frapper les infrastructures d'eau et d'énergie. On sait que ce qui est très mauvais pour ce genre de conflit, c'est maintenant, c'est-à-dire l'automne, c'est-à-dire cette période où la pluie fait son effet et où les manœuvres sont quasiment impossibles. Et c'est la raison pour laquelle on est dans une situation de très grande stabilité. L'hiver, au contraire, les sols sont durs et les manœuvres peuvent se faire notamment pour les armes lourdes, pour les chars. Et effectivement, on peut assister à de nouveaux épisodes militaires dans le courant de l'hiver. À voir quand même ce qui se passe depuis 6 mois, je n'en suis pas aussi certain. Il faut laisser ouvertes toutes les options. Moi, je crains qu'en revanche, on s'installe durablement dans ce qui évoque, dans notre histoire européenne et française en particulier, ces guerres de tranchées, ces guerres de position. Et une guerre de position, elle ne tient longtemps que si les opinions publiques, les politiques et les choix diplomatiques vont dans ce sens. Moi, je vois quand même des choses inquiétantes venant des États-Unis, venant même d'Europe occidentale. Il y a ces conflits nouveaux qui apparaissent sur la planète. Tout ça peut annoncer effectivement des mouvements politico-diplomatiques, d'abord à bas bruit,
mais qui peuvent aussi un jour se transformer en choix nouveaux. Il faut observer. Est-ce que l'Ukraine peut encore faire face à ce conflit? Combien de temps ça peut encore durer ainsi? Jusqu'à présent, tous les signes sont là pour montrer l'extraordinaire résilience sociale de l'Ukraine. J'insiste sur l'adjectif social parce que, bien entendu, il y a une résistance militaire très forte, il y a une détermination des politiques, mais tout ceci n'aurait pas de forme s'il n'y avait pas un ressort, une énergie sociale qui a mis en déroute, dans un premier temps, l'armée russe. Rien n'indique que cette énergie sociale vient à diminuer. En revanche, il faut être lucide. Une guerre de position, c'est une guerre meurtrière qui oppose des armées. On voit que l'armée russe est sans cesse réalimentée de nouveaux combattants. La réserve démographique de la Russie est bien supérieure, bien entendu, à la réserve démographique de l'Ukraine. C'est ça qu'il faut surveiller de très près. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Badi de nous avoir éclairé sur la situation actuelle, notamment en Ukraine. Merci. Merci à vous.